Prof Nindou Kalala, bonjour. Bonjour Michel, bonjour monsieur le journaliste. Une contradiction autour de l'adresse du chef de l'État à Bruxelles. Plusieurs interprètent de leur manière. Vous, en tant que professeur d'université, un politique vertébré, quelle lecture faites-vous de ces discours? Bon, voilà. Monsieur le journaliste, cher ami, merci beaucoup. Vous savez, depuis que le chef de l'État, lors des Global Gateway à Bruxelles, Gateway plutôt, a dit je tends ma main au président Kagame pour qu'on fasse la paix des braves, il y a eu beaucoup d'interprétations de toutes les manières. Certains qui vont dans le sens contraire, qu'il a humilié le Congo, certains qui disent qu'il est lâche, et qu'il n'a pas d'argument, il s'est agenouillé devant Kagame. Il y a eu même de caricatures dans ce sens-là, dans plusieurs réseaux. En fait, vous savez, tout le monde n'est pas initié au discours diplomatico-politique. Depuis que le président Tshisekedi est là, il est un prophète mal compris par les siens. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes devenus tous journalistes, nous sommes devenus tous des interprètes, nous sommes devenus tous des politiciens, nous sommes devenus tous... En fait, les Congolais aujourd'hui est tout sauf rien. Le discours du chef de l'État a mis Kagame à nu devant le monde entier. C'est ce que les gens n'avaient pas compris. En disant je vous tends la main, ce n'est pas pour montrer que le président Tshisekedi était faible et qu'il n'avait pas d'argument. Mais il a tendu un piège au président Kagame. Et vraiment, c'était du piège qu'il lui a tendu. Pour démontrer à la face du monde que lui veut de la paix. Lui n'est pas un va-t-en-guerre. La RDC n'est pas un pays qui a agressé le Rwanda, mais par contre, c'est le Rwanda qui a agressé la RDC. Et donc, devant tout le monde, il a montré qu'il n'était pas là pour faire la guerre. Alors, qui fait la guerre? C'est le Rwanda. Comme le Rwanda s'est caché toujours derrière les M23, derrière les soi-disant les Congolais, qui faisait, c'était une guerre intra-congolaise. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, devant le monde, je voudrais montrer ma volonté de faire la paix. Voyons voir, lui, s'il est aussi disponible pour faire cette paix-là. Il a tendu du piège à Kagame, que beaucoup n'ont pas compris. C'était un langage diplomatique, mixé de la politique dedans, donc une stratégie politique pour démontrer à la face du monde que les guerriers n'étaient pas Tshisekedi, mais c'était Kagame. Pour ceux qui disent que c'est un discours populisme et qui ne reflète rien d'une diplomatie agissante, qu'en dites-vous? Bon, j'ai entendu ça, mon cher frère, je suis tout à fait d'accord déjà avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, quand il dit « N'écoutez pas ce que les autres la disent », puisqu'il n'y a que lui qui est le mieux informé que nous, de ce qu'il fait, de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, de ce qui se passe dans notre pays. Vous comprenez mieux déjà, ce monsieur qui dit du populisme, là, je l'ai entendu ce matin sur Top Congo, je crois hier ou ce matin, c'est de l'Alliance. C'est le parti de monsieur Kabund. Vous comprenez comment nous, Congolais, nous sommes déjà très mauvais, très dangereux. Ils appellent, en commençant par un monsieur qui s'appelle Epenge, qui est de la Mouka, il n'a jamais appelé Tshisekedi président. Jamais. Les gens de la Mouka n'ont jamais appelé Tshisekedi président. Mais par contre, ils appellent Kagame président. Kagame qui n'a jamais organisé les élections chez lui, depuis 1994 que Kagame règne sur le Rwanda, mais les messieurs de l'Alliance l'appellent le président, les messieurs de la Mouka l'appellent président, mais ils n'appellent jamais Tshisekedi président. Vous voyez comment nous-mêmes nous faisons du mal. On ne respecte pas notre propre président, les symboles de l'unité nationale, les symboles, celui qui nous représente, on ne les respecte pas, mais on va respecter celui qui nous agresse et qui n'a jamais organisé les élections démocratiques chez lui.
Donc vous comprenez déjà à quel niveau on est. Donc c'est déjà ce qu'on peut dire une haine envers un monsieur, une haine envers un président qui vous représente. Et cette haine-là tourne contre vous. Puisque devant la face du monde, quand vous ne respectez pas votre propre président, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Ce que Tshisekedi fait, ce n'est pas du populisme. Il est là en train de combattre le mal qui a régné pendant plus de 30 ans. Et tous ceux-là qui parlent, mais ils étaient dans ces pays. Beaucoup ont collaboré avec ce mal-là. Et ce que lui est en train de faire aujourd'hui, c'est chercher à comment extirper les... En fait, nous pouvons dire que Kagame, c'est le cancer qui gangrène la RDC. Et il faut faire tout pour extirper ces cancers-là, pour que le corps qui est la RDC puisse retrouver sa paix, c'est-à-dire la tranquillité et la sérénité. C'est le combat du président Tshisekedi, que beaucoup n'ont pas encore compris. Ils croient que non, il voyage. Hier, ils disaient tout simplement, il voyage, mais qu'on ne voit pas les résultats. Et aujourd'hui, quand les Américains, les Qataris se sont arrangés derrière lui pour pouvoir terminer cette guerre, ce sont eux qui commencent à dire encore qu'ils veulent profiter de ces fruits-là, de la paix qui va intervenir. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Ce n'est pas du populisme, c'est un langage diplomatico-politique que le président Tshisekedi est en train d'utiliser pour vaincre cette guerre ici. Il y a plusieurs manières de vaincre la guerre. On peut la vaincre par la guerre contre la guerre, donc c'est-à-dire utiliser les militaires, utiliser la force. On peut la vaincre par la diplomatie, on peut la vaincre aussi par la paix, imposer la paix. On peut imposer aussi la paix autrement. On peut aussi finir par le dialogue. Par les dialogues, par la coopération, par exemple. On peut trouver un Maurice Vivendi pour faire la coopération ensemble et on en termine. Comme il a dit, je vous demande d'ordonner à vos troupes de quitter la RDC, vos pantins de M23 et tous ceux qu'ils ont tout autour, de quitter la RDC. Si Kagame obtempère à ça, la paix se fait en un clin d'œil. Mais il faut construire la paix. La paix ne se donne pas aussi. La paix, ça doit être conquise. Et pour la conquérir, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs stratégies, ainsi de suite. Et je crois que le président Tshisekedi est en train d'utiliser, parmi tant d'autres des stratégies, celle de la diplomatie pour y arriver. Mais cela ne veut pas dire qu'il est faible. Comment voulez-vous? Quand le président Tshisekedi arrive, il trouve quelle armée? Il trouve quelle police? Tous nous le savons. Quand les gens disent « Oh, notre armée est infiltrée », non, j'ai toujours dit le contraire. J'ai dit « L'armée n'est pas infiltrée ». Un infiltré, c'est lui qui arrive dans votre maison que vous ne connaissez pas. Qui vient, il vole, il viole et puis il s'en va. Mais ceux qui sont dans notre armée sont entrés par les systèmes de mixage et brassage. Ils sont entrés par les arrêtés, par les décrets, par les ordonnances. Ils ont été nommés officiellement, sachant bien qu'ils n'étaient pas des Congolais. Et ça, tout le monde le sait. Alors, vous avez une armée qui est à 80% composée des gens à nationalité douteuse. Vous avez une police composée à 80% de gens de nationalité douteuse. Vous avez une économie à 60% dans les mains des étrangers. Vous avez les finances à 80% dans les mains des étrangers. Que voulez-vous, messieurs? Comment voulez-vous qu'un président puisse gagner la guerre avec une armée comme ça, 80% composée de gens à nationalité douteuse, une police composée de gens à nationalité douteuse, les finances dans les mains des étrangers, l'économie dans les mains des étrangers? Mais il vous faut du temps. Il faut maintenant qu'il trouve une stratégie d'abord pour que les peuples soient avec lui. Il faut trouver d'abord que puisque une grande armée dans tout le monde, dans le monde entier, c'est le peuple. Alors nous, le peuple, nous devons comprendre ça, aller avec le président. Si on ne part pas avec le président, on ne pourra jamais gagner la guerre, puisque le président n'a pas une armée. C'est vrai que 6 ans après, il fait un effort pour avoir les corps d'élite qu'il a déjà, puisque aujourd'hui, sur le terrain, les victoires sont à nous. Hein. Sur le terrain, les victoires sont à nous. Donc quand il dit « je vous tends la main », cela ne veut pas dire que la guerre ne se fait pas. Si toi, puisque pour faire la paix, il faut être à deux. Si toi, tu refuses la paix, et moi, je veux croiser les bras, je ne croise pas les bras. C'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Les gens ne les comprennent pas. Les gens croient que Tshisekedi est trop faible. Tshisekedi ne fait pas ce qu'il doit faire. J'ai entendu des mamans sur la télévision RTNC hier qui disaient « Mais pourquoi il ne peut pas utiliser notre armée? Pourquoi? » Non.
les stratégies de guerre ne se dévoilent pas, ni sur les médias publics, ni sur les places publiques. Monsieur le professeur Ngindou Kalala, êtes-vous rassuré qu'avec le dialogue prôné par les opposants, ça peut terminer la guerre? Vous savez, mon cher ami Michel, le dialogue est un instrument qui est très utile dans toutes les familles, dans tous les foyers, dans toutes les nations du monde. Depuis que le Congo est Congo, nous avons eu autant de dialogues, autant de tables rondes. Table ronde d'Antananarivo, c'est-à-dire au Madagascar, table ronde de Bruxelles, les dialogues de Lusaka, les dialogues de Sun City, les dialogues ici, de Saint-Sylvestre au Kuala, et les dialogues de 2016 avec le président Kabila, tous ces dialogues-là. Donc, en l'espace de 60 ans, il y en a qui ont fait même la statistique, on doit avoir fait plus de 3000 dialogues, mais qui n'ont rien mené. Puisqu'il n'y a pas longtemps, en 2016, on a fait les dialogues. 9 ans passés, on a fait les dialogues. En 2020, 2021, il y a eu 2 dialogues, Sun City et Lusaka. Mais aujourd'hui, les résolutions de ces dialogues-là sont où? On a fait la conférence nationale souveraine, CNCS. Où est-ce que sont parties les résolutions de cette conférence-là? Où est-ce que sont parties les résolutions de ces dialogues de 2016? De 2020, 2021, ce n'est pas un problème de dialogue, c'est un problème d'homme, c'est un problème de patriotisme, c'est un problème de nationalisme. On n'est pas patriote, on n'est pas nationaliste. Puisque même si on faisait le dialogue aujourd'hui, c'est pour quels résultats? Pour quels résultats? Il faut se poser la question, c'est pour quels résultats? La crise que nous avons, c'est une crise sécuritaire. Et la crise sécuritaire, on trouve des moyens qui doivent aussi combattre la crise sécuritaire. Ce n'est pas les dialogues. Si on avait une crise politique, puisqu'on veut créer une crise politique, les fameux dialogues, on va dire, c'est quoi? Revenir aux élections 2018, parler de la vérité, parler des élections 2023, parler de la vérité. C'est ça le dialogue. Mais ceux qui demandent le dialogue là, ce n'est pas mauvais. Pourquoi ils ne demandent pas aussi au Rwanda d'organiser les dialogues? Puisque les prétextes du Rwanda, c'est d'avoir les FDLR. Mais c'est le Rwanda qui dirige l'Est de la RDC. Écoutez, mon cher ami, j'étais aux affaires étrangères de 2007 à 2009. Combien d'émissions, moi, ici, j'ai fait là-bas? Combien notre ministre des Affaires étrangères à ce temps-là, Moussa Nyamwisi, avait fait? Il a fallu même être tué. Combien? Donc, l'Est de la RDC est toujours gouverné depuis 30 ans par les Rwandais. Pourquoi les Rwandais, en 30 ans, il n'a jamais retiré tous les FDLR ou il ne les a jamais décimés? Et pourquoi les Rwandais aussi n'organisent pas les dialogues pour que les FDLR dont ils parlent là, mais les FDLR sont des sujets rwandais, ce ne sont pas des sujets congolais. Ce sont des sujets rwandais. Pourquoi ils n'organisent pas aussi les dialogues pour que tout le monde soit... Pourquoi nos Congolais, soi-disant là, qui réclament les dialogues, pourquoi ils ne réclament pas aussi les dialogues au Rwanda? Puisqu'ils vont au Rwanda du matin au soir. Ils côtoient le président rwandais. Pourquoi ils ne lui disent pas aussi, bon écoute, président Kagame, comme nous voulons le dialogue au Congo, nous voudrions que vous organisez ce dialogue chez vous pour que... Mais pendant 30 ans que ces messieurs-là règnent sur le Rwanda, est-ce qu'il y a de l'opposition au Rwanda? Madame Victoria Ngirabire, tout le temps quand elle hausse la tête, elle est en prison. Maintenant, elle est en prison. Un musicien a été tué. Combien d'opposants sont tués au Rwanda? À peine il hausse la tête, on les tue. Il faudrait aussi que l'Église... Moi, je suis catholique. Ce n'est pas pour dire que je suis d'accord avec tout ça. Est-ce que Monseigneur Ambongo, le cardinal Ambongo, a déjà organisé un dialogue au niveau de l'Église pour que nous disions ce que nous pensons et qu'il doit reporter auprès des autorités politico-administratives du pays? Ce qu'il dit là, c'est de lui-même, en tant qu'autorité ecclésiastiale et en tant qu'autorité de l'Église. Mais ça ne vient pas des fidèles. Est-ce qu'il a organisé des moments dans des paroisses pour que les paroissiens, les fidèles se prononcent sur la situation du pays? Quand il parle de gens qui meurent de faim, les gens, la population qui est abandonnée à elle-même,
Mais écoutez, les cardinals doivent se retenir quand même. Moi, je suis fidèle, je suis catholique, pratiquant. Ce sont les universités catholiques qui coûtent cher. Ce sont les écoles catholiques qui coûtent cher. Pourquoi on ne peut pas penser à cette population-là qui est malheureuse, que les enfants qui entrent dans les universités catholiques payent moins cher, ou les écoles catholiques soient moins chères? Pourquoi on n'y pense pas? Donc on voudrait seulement tout porter sur l'État. C'est l'État qui doit lui faire tout, mais nous ne faisons absolument rien pour accompagner l'État. Non, les cardinals d'État au Rwanda dernièrement, il a rencontré le président Kagame. Pourquoi il n'a pas demandé au président Kagame d'organiser aussi le dialogue chez lui? Pourquoi les évêques qui sont au Rwanda là-bas, eux aussi n'organisent pas, ne demandent pas aussi le dialogue? Il n'y a que notre église ici qui est au top. Les autres églises n'ont pas des évêques, n'ont pas des prêtres. Il n'y a que la nôtre. On dit dans la Bible, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, laissons ceux qui nous gouverner, mais aidons-les à bien nous gouverner. Donnons-leur les conseils, donnons-leur les stratégies de comment terminer la guerre pour qu'on puisse développer notre pays. Là, ça serait mieux. Je serais très content de voir le cardinal ou Monseigneur Cholet aller vers le président pour proposer des stratégies de comment terminer la guerre, des stratégies de comment développer notre pays, dans le cadre des dialogues, dans le cadre d'humilité. L'Église n'est pas une église des hommes très forts. L'Église est une église des hommes humbles. C'est l'humilité. C'est ce qu'on nous apprend, non? Mais quand nous voyons nos deux églises, ou nos églises de manière générale, il n'y a pas la simplicité, il n'y a pas l'humilité. On profite de la position qu'on occupe pour pouvoir dire n'importe quoi. Et bon, dans d'autres pays, mais moi je viens de l'Italie, je vis en Italie. C'est là où vit le pape. L'Italie a connu des moments très difficiles. Mais je n'ai jamais vu le pape s'intéresser ou s'intromettre dans la vie politique de l'Italie. Je n'ai pas vu les cardinaux. J'avais beaucoup d'amis qui étaient des évêques ou des prêtres, mais je ne les ai jamais vus s'immiscer dans la politique italienne. Jamais. Que les prêtres congolais qui vivent en Italie prouvent le contraire, ou que les cardinals lui-même prouvent le contraire, et démontrent qu'il y a un cardinal italien, que chaque fois, aujourd'hui l'Italie est conduite par la droite. La dame, la première ministre italienne aujourd'hui, là, elle vient de la droite fasciste. Mais les évêques sont là, ils ne disent rien. Puisqu'il y a séparation de pouvoir. Le pouvoir temporain n'est pas pour les évêques. Le pouvoir temporain n'est pas pour les églises. Les églises, c'est le pouvoir spirituel. Aider le peuple de Dieu à aller vers Dieu. Comment les amener vers Dieu? Comment nous devons vivre dans des valeurs chrétiennes? Mais on ne voit pas, chaque fois que nos pères spirituels passent devant la télévision, tu as déjà entendu parler de l'épître de Saint Paul ou l'épître je ne sais pas, de Jérémie ou je ne sais pas de qui. Vous avez déjà entendu des versets bibliques dans leur bouche? Non. Non. Donc, moi je dirais, le dialogue c'est important, mais aujourd'hui là, on n'a pas besoin de ce dialogue-là. On a besoin aujourd'hui de nous unir, de se faire un seul homme pour bouter d'abord dehors l'agresseur qui est le Rwanda, et puis revenir entre nous. Ça, ce n'est pas mauvais. Comment vous allez dialoguer avec un ennemi à l'intérieur de la maison? Est-ce que quand on a un ennemi à l'intérieur de la maison, on doit penser d'abord à les bouter dehors, ou on doit penser à nous parler entre nous-mêmes? Quand on a un ennemi, tout le monde met de l'énergie, tout le monde met de la force pour que l'ennemi soit bouté dehors. Après, on rentre et dit, c'est toi qui avais fait venir l'ennemi. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. Et on se met d'accord, on dit, bon, ok, quelles sont les causes qui ont fait que l'ennemi entre chez nous? Et on doit éviter ces causes-là. Désormais, toi, tu fréquentais tel, toi, tu fréquentais tel. Non, tu ne vas plus les fréquenter. Mais c'est comme ça que dans la famille, on a vécu. Aujourd'hui, la RDC doit être considérée une famille. Et la famille aujourd'hui est disloquée à cause de la guerre. Qu'est-ce que nous allons faire? Faisons tout pour que la famille reste une et indivisible, et jetons dehors, boutons dehors l'ennemi, et après demain,
ok, nous avons bouté dehors l'ennemi, toi, viens, toi, viens, toi, viens. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'ennemi entre chez nous? Quelles sont les causes? Comment on peut éviter ces causes-là? Et puis, ça va aller. Voilà comment moi, je pense, pour la question de dialogue, je crois que pour le moment, ce serait une distraction. Et on perdrait les fils d'idées, on perdrait la logique de bouter dehors l'ennemi, et l'ennemi risque de se pérenniser chez nous et ça serait difficile. Il faut que les peuples soient unis pour que derrière le chef de l'État, afin de trouver des stratégies qui lui permettraient de bouter dehors l'ennemi. Professeur Ngindo Kolala, nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.